Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, mettre en garde les ados contre les images porno. C'est la mission pas toujours si simple de la famille tout écran. On en parle en tout cas avec le Clémy et notre série séquence éducation à suivre. Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Guillaume, aujourd'hui tu nous parles de l'Europe qui est à deux doigts d'interdire le recours à la reconnaissance faciale dans son AI Act. La France, elle l'a pour le coup autorisé à titre expérimental. Ce sera pour les JO de Paris 2024 sous forme de vidéoprotection intelligente. En tout cas, tu nous aides à y voir plus clair cette semaine. Oui, parce que c'est une technologie qui fait polémique, parce qu'elle peut être utilisée pour de très bonnes choses, aider à retrouver des personnes disparues par exemple, mais également peut être un outil de surveillance extrêmement puissant. Et on en parle avec toi. Notre question du jour, un an de débat et de pérégrination tech. Le Conseil national du numérique a pris son bâton de pèlerin pour sonder l'acculturation des Français et des Françaises au digital. Résultat, le CNUM, c'est son petit nom, plaide pour une éducation populaire en remettant les territoires au cœur du dispositif. Pour en parler, on est très heureux de vous recevoir, Jean-Baptiste Mananti, puisque vous êtes le responsable des relations avec les organisations territoriales pour le CNUM et que vous avez supervisé ces un an de débat et d'itinéraire numérique. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. On reviendra justement sur ces chemins de traverse de l'éducation numérique avec vous dans un instant, mais d'abord, focus. L'Arcom va bientôt pouvoir ordonner le blocage par les opérateurs et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu. En attendant que l'autorité de régulation puisse agir, c'est souvent aux parents de faire de la prévention. C'est la mission de la semaine dans notre série La famille tout écran en partenariat avec le Clémy. Oui, parce que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est, si tu veux, il faut faire attention, parce que des fois... Oh là, je crois qu'il va encore bugger. Et c'est pas ça, parce que là où il faut faire... Tu postes quelque chose. Toi, t'es bien, mais c'est pas... Bon, je te traduis. Ton père veut te parler de sexualité. Voilà. Et te mettre en garde contre les vidéos pornographiques que tu peux voir sur Internet. Oui, parce que là... Parce que tu les regardes volontairement ou que tu sois tombé dessus par hasard. Oui, parce qu'il faut savoir que quand tu vas sur certains sites, des fois, ça t'ouvre des pop-up avec des vidéos très crues. Partout. Et là... Il faut toujours garder à l'esprit que ça n'est pas ça, l'amour. Ah non. Ce n'est pas du tout représentatif de l'intimité d'un vrai couple. Oui, parce que les... Voilà, il a fini. Je sais. Attention, certains sites internet ouvrent des images pornographiques et tu n'as pas envie d'avoir ça sous les yeux. Alors mon petit conseil, installez un contrôle parental et un bloqueur de publicité. Et si un enfant m'utilise, il faut un adulte pour l'accompagner. Tu sors? Bah oui, pourquoi? T'es encore inquiet? Mais non, alors moins inquiet, pas du tout. Respire un coup, ça va aller. Mon bébé. Tu as l'impression de revivre une scène de ta vie courante, Guillaume? Oui, que je vais peut-être vivre dans quelques jours, parce que le week-end approche, mais tout va bien. Absolument. Jean-Baptiste, c'est intéressant parce que justement, le Clémy, ça fait aussi partie des institutions et aussi des associations d'apprentissage au numérique et aux écrans sur lequel le Conseil national du numérique peut s'adosser, peut aussi travailler main dans la main pour pouvoir montrer que l'éducation à un numérique différent, c'est possible. Oui, alors il y a aujourd'hui énormément d'acteurs à l'échelle nationale comme à l'échelle locale qui produisent des ressources, qui produisent des actions aussi très concrètes sur le terrain pour accompagner les parents comme les adolescents sur ces enjeux. Oui. Et justement, on va en parler puisqu'on vous invite à un voyage sur les nouvelles voies du numérique. On suit l'itinéraire BIS ensemble et on ouvre le talk première partie.
aujourd'hui pour détailler ces itinéraires numériques. Un an de débat mené par le Conseil national du numérique et des solutions à la clé. On vous reçoit, Jean-Baptiste Mananti, puisque vous êtes le responsable des relations avec les organisations territoriales pour le CNUM. Encore une fois, c'est le petit nom de ce Conseil national du numérique qui, justement, émet des avis, notamment envers le gouvernement français pour essayer de le guider, là aussi, sur une approche raisonnée du numérique, une approche aussi qui défend le business, mais aussi l'éthique. Vous avez mené pendant un an ces itinéraires numériques. Alors, c'est absolument fantastique parce que c'est un peu votre grand débat à vous. Vous êtes parti avec votre bâton de pèlerin dans les territoires, rencontrer les pouvoirs locaux, les associations, toutes celles et ceux qui aident aujourd'hui les Français et les Françaises à s'acculturer au numérique. Est-ce que je l'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. Et puis les pouvoirs publics, les associations, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, les citoyens, des adolescents, des personnes âgées qui ne sont pas forcément des experts ou des professionnels du numérique, mais donc pour débattre aussi avec eux de tout ça. L'idée de départ, en fait, c'était pour une fois de se mettre du côté des utilisateurs et utilisatrices qui, vous le dites si bien, sont aussi des citoyens et citoyennes du numérique, essayer de les écouter, eux, pour mieux adapter cette éducation au numérique. Oui, alors peut-être revenir sur la genèse donc, de toute cette démarche. Donc, le Conseil national du numérique, qui est une commission consultative indépendante, transdisciplinaire, a pour mission de fournir justement une réflexion sur les impacts du numérique sur nos sociétés, sur nos quotidiens, sur la manière dont on interagit. Et on a publié en février 2022 un ouvrage qui s'appelait Civilisation numérique, qui était sous-titré Ouvrons le débat. Et dans cet ouvrage, on faisait état justement du besoin de politiser le numérique, c'est-à-dire considérer que c'est un objet qui n'est pas neutre. Il n'y a pas un numérique qui est donné et puis c'est comme ça. On peut pas faire des choix. Mais au contraire, comme c'est un objet technologique, c'est un objet qui peut faire l'objet de choix. Et donc, on a besoin d'avoir un débat qui soit un débat d'experts et de chercheurs, qui soit un débat politique, mais qui soit aussi un débat démocratique. À partir du moment où le numérique touche l'ensemble de nos vies, on utilise le numérique quand on travaille, quand on étudie, quand on se déplace, quand on communique, quand on s'informe, quand on enseigne, et jusque même dans nos relations familiales et intimes. Et donc, à partir de ce moment-là, où on a tous affaire au numérique, on doit pouvoir tous avoir notre voix au chapitre. Donc, dans cet ouvrage, on faisait état du besoin d'ouvrir le débat, c'est tout ce sous-titre, autour du numérique et autour de nos usages. Et on s'est dit, concrètement, comment ça s'organise. Et donc, on a lancé il y a une année cette démarche exploratoire, itinéraire numérique. L'idée, c'était de pouvoir un peu creuser ça et d'aller justement, en travaillant à chaque fois avec des structures de terrain, avec des collectivités, avec des tiers-lieux, avec des associations, des médiateurs, d'avoir ce débat avec des citoyens, donc vous l'avez dit, avec des experts au niveau local, avec les acteurs des politiques publiques, mais aussi avec des parents, des retraités, des collégiens, des lycéens, pour se mettre vraiment dans une logique, et vous l'avez rappelé, une logique d'écoute, c'est-à-dire qu'on ne venait pas porter un message, porter la manière dont le Conseil du numérique voit ces sujets, mais plutôt essayer de comprendre comment ils étaient perçus, vécus quotidiennement par les Français. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on va le voir, la place des territoires est prépondérante dans la façon dont vous avez mené les débats. Je le disais avec un soupçon d'humour, c'était votre grand débat à vous, finalement, cette véritable discussion que vous avez menée pendant un an avec l'ensemble de ces acteurs et de ces citoyens et citoyennes. C'est aussi l'idée de se dire que tout le monde a le droit au chapitre quand on parle de numérique. Oui, exactement. Et c'était une des questions posées, de voir si ces débats allaient prendre. Et le premier enseignement peut-être de tout ça, c'est qu'il y a une véritable appétence pour ces questions. Chez l'ensemble des publics, on sent une envie à la fois de comprendre comment ces outils fonctionnent, et puis derrière, comment ils influencent nos relations. Il y a eu cette présentation sur l'impact des écrans, sur la parentalité, sur les rapports familiaux. Ça fait partie des sujets qui reviennent quasiment systématiquement dans ces débats qu'on organise. Ouais. Guillaume. Est-ce qu'il y a parce qu'on a vu quand même la méfiance envers le numérique grossir ces dernières années, est-ce qu'il y a des personnes qui décident tout simplement de se passer du numérique ou veulent s'en passer? On a parlé à un moment d'électronisme, mais est-ce que ça peut être aussi un choix de se dire ça va trop vite pour moi, j'en ai marre, je vais m'en passer? On a eu beaucoup de réflexions effectivement sur ça. Je pense que de manière générale, quand on
pense le numérique, il faut toujours aussi penser les alternatives hors ligne. Et dans ces débats, on l'a vu assez souvent, des personnes qui, comme vous le dites, rejetaient carrément le numérique en disant, on a eu, je pense, des citations assez fortes, des personnes qui disaient le numérique, c'est un outil de domination, de mise en soumission, etc. Et donc, l'intérêt de ces débats aussi, c'était de pouvoir parler de tout ça et de faire quand même émerger, et c'est ce que le livre montre, qu'il y a des espaces aujourd'hui, des lieux, des communautés qui permettent de développer un autre rapport à cette civilisation numérique, un rapport peut-être plus apaisé, et qui sont des espaces où souvent on est accompagné, mais qui sont aussi des espaces d'émancipation, des espaces de socialisation, c'est un point très important, et des espaces derrière de politisation et de mise en débat de ces questions. Alors, on verra tout à l'heure, si pour vivre heureux, il faut vivre déconnecté. Parfois, on n'a pas le choix et on reviendra sur ces chiffres très inquiétants de l'électronisme. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les termes de cette éducation populaire au numérique. Vous la proclamez. Elle revient beaucoup justement dans les solutions et dans l'ouvrage que vous éditez, Jean-Baptiste. Une éducation populaire, ça veut dire quoi exactement? C'est de l'empowerment par le savoir. Oui, alors l'idée derrière cette éducation populaire, c'est de pouvoir diffuser une culture numérique partagée. L'idée de la culture numérique partagée, c'est de dire, c'est évidemment important de maîtriser les outils, mais au-delà des outils, des usages, il y a un besoin de comprendre l'ensemble des impacts du numérique sur tous les pans de notre vie. Donc comprendre les implications sociétales, philosophiques, psychologiques, environnementales, économiques, juridiques de ces outils et de ces technologies sur nos quotidiens. Si on fait une analogie, par exemple, avec l'automobile, c'est quelque chose de savoir conduire, c'est quelque chose de savoir comment fonctionne un moteur, mais si on veut avoir un débat politique, démocratique, citoyen sur la place de la voiture dans notre quotidien, il faut comprendre comment la voiture a changé nos manières d'habiter l'espace, de travailler, comment il a changé les dynamiques familiales et professionnelles. Et donc pour le numérique, c'est pareil. Si on veut avoir ce débat vraiment collectif, politique, on a besoin de comprendre tous ces enjeux. Guillaume ? Est-ce qu'on voit émerger aussi certaines technologies dont on parle énormément en ce moment? Est-ce que vous l'avez ressenti dans ce Tour de France? Des thèmes comme l'intelligence artificielle, dont on a un peu du mal à comparer à d'autres technologies, puisque c'est des technologies qui font peur, parce qu'on redoute qu'elles puissent elles-mêmes prendre des décisions. Est-ce que l'IA, ça fascine ou ça fait peur dans ce que vous avez... Une certitude, c'est que ça intrigue. Ouais. Dans les tout derniers débats qu'on a organisés, et on continue encore à en proposer, et on va continuer à en proposer dans les semaines et les mois à venir. Mais il y a 2 semaines, par exemple, on était en Corse, donc à Bastia, Corte et à Ajaccio, avec différents débats, entre autres avec des ados dans un lycée professionnel, et puis à l'université de Corte, un débat ouvert au grand public. Et ces questions sont revenues. Et même quand c'est pas la thématique du débat, évidemment, là en l'occurrence, ChatGPT, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, tout. Ce qu'on voit, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est effectivement des interrogations sur ce que ça va nous faire. Et vous le disiez, peut-être parfois un côté angoisse, mais aussi, et peut-être avant tout, un désir de comprendre comment ça fonctionne. Dans ces débats-là, c'est vraiment le plus grand nombre de questions qu'on a eues. Et si vous voulez, ça permet de revenir sur cette notion de culture numérique. Il y a une envie de comprendre et un besoin de partager des clés de compréhension de tous ces outils. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent ici sur ce plateau, et notamment avec Guillaume, on a l'impression d'être passé d'une position d'utilisateur et d'utilisatrice parfois un peu fasciné par les technologies qu'on était amené justement à employer pour le défi de l'innovation elle-même. Et on est entré au milieu des années 2010 dans un autre cycle de comportement par rapport à la technologie, où on s'est rendu compte qu'on pouvait être aussi citoyen et citoyenne du numérique, et donc la questionner, être souvent en défiance. Est-ce que c'est aussi une position que vous avez beaucoup ressentie en allant au contact de ces Français connectés ? Oui, alors vous avez tout à fait raison de dire ça. Effectivement, on est passé en quelques années, en quelques décennies, d'un numérique porteur d'espoir, de beaucoup de fascination, à un numérique qui, parfois et même souvent, est porteur d'interrogation, voire d'inquiétude ou d'angoisse. Et effectivement, ça s'est exprimé. Ce qu'on a vu, c'est que quand on entre sur ces questions, avec un point de vue très technologique, justement, parler de l'algorithme de Parcoursup, parler de la 5G, il y a
toujours avant tout une couche très sensible, très émotionnelle en fait, qui s'explique. On ne vient pas forcément en nous disant moi j'ai un sujet sur le fond de l'algorithme de Parcoursup. On vient nous dire en disant moi ça crée de l'inquiétude chez moi, ça crée de l'incertitude, mon enfant ça l'angoisse. Et donc oui, c'est quelque chose qui est assez ressorti, mais cette sensibilisation et cette émotionnalisation, elle est aussi ressortie d'un point de vue on va dire positif, c'est-à-dire que c'est aussi des sujets d'émancipation, c'est aussi des personnes qui nous ont dit que grâce au numérique, elles peuvent retrouver du lien social, elles peuvent se politiser. On a, je trouve, un exemple qui est assez frappant sur ça, c'est à Tröstersheim, donc une commune en Alsace, dans la communauté de communes du Korresberg, donc pas trop loin de Strasbourg, et donc une association de seniors qui a voulu investir un peu les réseaux sociaux, qui s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux dominants, à cause de la manière dont ils fonctionnent, de leur modèle économique, de la prime à la polarisation des idées, ça ne marchait pas, ils n'y arrivaient pas. Et qui donc a créé son propre réseau social, en s'appuyant sur des développeurs locaux, alsaciens, et qui s'en sert en fait aujourd'hui à la fois comme un outil d'émancipation, parce que tous les nouveaux membres de l'association, pour pouvoir aller sur ce réseau, doivent obligatoirement passer une formation pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir l'utiliser. Donc, si vous voulez, on n'a pas ce côté de personnes qui sont complètement perdues face à un outil qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis derrière, c'est un outil qui est vraiment mis au service de la vie sociale locale, puisqu'il permet d'organiser des rencontres, d'échanger, de partager. Ah, c'est formidable. Donc, en fait, ça veut dire que ce retraité-là, en l'occurrence, a mis au point quasiment son système intégré, à la fois de connaissance du numérique, de l'appropriation de l'outil, et puis de tissage de liens sociaux. C'est absolument prodigieux. Mais vous prononciez un mot qui est très important, Jean-Baptiste. Le numérique, c'est pas que de la maîtrise texte, c'est aussi des émotions. C'est ce qui va nous relier à l'autre ou nous en déconnecter. Oui, complètement. Et puis, c'est un sujet, si vous voulez, qui est, là encore, aussi lié à la démocratie et à ces enjeux de mise en débat. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'expression de ces émotions, justement, dans les espaces de mise en débat et dans le jeu démocratique, est plutôt disqualifiée. Et le problème, c'est qu'en disqualifiant l'expression de ces émotions, qu'on a pu, pour le coup, clairement observer, accueillir lors de ces échanges-là, si on les disqualifie, on disqualifie aussi la parole des personnes qui vont les exprimer. Donc, c'est un véritable sujet. On essaye de proposer dans cet ouvrage, dans la conclusion de cet ouvrage, entre autres, le fait de pouvoir, à chaque fois, avoir un moment pour accueillir et pour écouter ces émotions. Ça ne veut pas dire, dans les débats, faire primer les émotions sur d'autres considérations, sur l'économie, sur le droit, mais ça veut dire, en tout cas, permettre qu'elles soient accueillies et entendues. En entendant, encore une fois, en recueillant les témoignages de tous ces Français et ces Françaises, finalement, il apparaît quoi? Une photographie en creux de notre rapport au numérique, le fait de se dire que oui, évidemment, il n'a jamais été plus prégnant qu'aujourd'hui dans nos vies. On a besoin pour se déplacer, on a besoin pour résoudre aussi des questions administratives, on en a besoin pour pouvoir apprendre, on en a besoin pour pouvoir se relier aux autres. Mais est-ce qu'on en a finalement une vision plus positive ou plus négative ? Sur les conclusions, entre guillemets, qu'on peut mener, et je le rappelle, c'est une démarche qui était une démarche exploratoire, donc on n'aurait pas prétention à l'exhaustivité statistique, mais il y a deux choses qu'on voit. La première, et on en a un peu parlé déjà, c'est ce caractère hypersensible de notre rapport au numérique, donc ce côté très, très émotionnel, qui s'exprime dans à peu près toutes les émotions. Et je le disais vraiment d'un côté positif, comme d'un côté aussi émotion plutôt négative, on peut dire. Et ça se voit sur des enjeux d'outils, de dématérialisation, de démarches, mais ça se voit aussi, on en parlait, sur les dynamiques familiales, sur le rapport à la vie politique locale, sur les espaces de socialisation publique en ligne. Donc ça, c'est un peu le premier point, ce côté très, très sensible, sans que franchement ne se dégage une tendance. Il y a vraiment un aspect ligne de crête, quoi. Et l'autre point, c'est justement toute la richesse en fait de ces structures et de ces acteurs dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui accompagnent ces publics et leur proposent justement des espaces pour parler de tout ça et pour développer, et c'est là que revient peut-être ce terme, mais pour développer un rapport plus apaisé à tout ça.
Un rapport plus apaisé au numérique, ce que vous proposez justement dans cet itinéraire. Vous avez mené le débat, je le rappelle, pendant plus d'1 an avec le Conseil national du numérique. Vous avez porté haut cette discussion dans les territoires, à la rencontre des Français et des Françaises pour mieux comprendre leurs attentes par rapport au numérique et comment mieux les accompagner, mieux les former, les éduquer à ces outils. On continue à en parler dans un instant, bien sûr, avec vous Jean-Baptiste et avec Guillaume Gralet. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très bien aiguillé Edouard Degnaud. Random Amazon gadgets you need. This little device is actually a laser keyboard. When you turn it on, it projects a keyboard that actually works on any surface that you want. Once you connect it, you can type on it just like you would an ordinary keyboard. It connects to your phone, tablet, or any other Bluetooth device, and I love how small and portable it is for working on the go. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Manonti, responsable des relations avec les organisations territoriales pour le CNUM, le Conseil national du numérique. Jean-Baptiste, vous avez supervisé ce magnifique rapport itinéraire numérique pour nous inviter au débat et à une éducation populaire au numérique. On continue à explorer ces pistes avec vous dans un instant. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va parler de reconnaissance faciale parce qu'elle s'invite justement cet outil, ou ces outils même au pluriel de reconnaissance faciale, dans la législation et les régulations à venir. Premier exemple, avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il va falloir savoir composer avec. Oui, c'est-à-dire qu'elle s'invite énormément dans nos rues. On le savait déjà en Chine avec le crédit social. On le voit de plus en plus dans les pays occidentaux avec effectivement les JO. Et puis, il y a des applications extrêmement grand public qu'on peut utiliser de manière très simple, quasiment instantanément. Et j'en ai testé une récemment qui s'appelle Pim Eyes. Alors, c'est assez confondant. C'est-à-dire que vous mettez une photo de vous-même, pas forcément d'ailleurs bien cadrée, pas forcément bien éclairée. Et en fait, cette application va retrouver tous les clichés qu'elle a réussi à trouver en ligne de vous-même. Alors ça peut être des souvenirs familiaux, des souvenirs avec des amis, des photos plus professionnelles. Mais j'ai effectivement été un petit peu surpris de voir des photos auxquelles je ne m'attendais pas du tout. On aimerait bien les voir, nous, tiens, ces photos auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Non, on ne peut pas. Oh, c'est dommage. C'était assez surprenant. Ouais. Voilà. J'imagine. Du coup, ça a l'air extrêmement surprenant. On aurait bien être surpris aussi. Mais ça veut dire, et c'est extrêmement intéressant, qu'on peut entraîner cette IA sur nos propres photos quand on en est propriétaire, mais aussi sur les photos des autres. Oui, alors, il y a plusieurs garde-fous qui sont dictés par le nouveau propriétaire de Pim Eyes. Il s'appelle Georgi Gobronidze, qui est très intéressant. Il a lui-même été marqué, on le voit à l'écran, par le conflit de
de son pays avec le reste de l'Europe de l'Est et notamment la Russie. Et lui, il a mis à disposition les services de son application pour que des soldats, pour que des personnes civiles, notamment dans la guerre en Ukraine, soient retrouvées. Il a notamment noué un accord avec la Croix-Rouge. Pour ce qui concerne la vie privée, parce que j'ai réussi à le contacter, il explique en réalité qu'il ne stocke aucune photo, qu'il se contente de diriger vers des liens URL et que, aucune donnée personnelle ne sont revendues. Mais encore une fois, ça fait peur. C'est un petit peu lorsque on se rend compte que des personnes extérieures à vous en savent plus sur vous que vous-même. Ouais, c'est toujours assez fascinant. Il y a un petit fond d'effet Black Mirror là-dedans. Tu nous parlais justement du fait que PMIs ait été utilisé notamment pour pouvoir rechercher les personnes disparues avec la guerre en Ukraine, mais je crois aussi que ça a permis d'identifier certains assaillants du Capitole lors de l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021. Oui, c'est ça. Et là, on se demande toujours qui va utiliser ce genre d'application et on pense forcément à Clearview. Clearview, c'est une application qui, elle, a été créée à New York, aux États-Unis, et qui a fait polémique parce qu'elle s'appuie sur pas moins de 2 milliards de clichés. 2 milliards de clichés. Cette application, elle a été utilisée, d'après le New York Times, elle est utilisée encore aujourd'hui par des services secrets de plusieurs gouvernements. Alors ça peut être pour prévenir le terrorisme, bien sûr, mais on a toujours peur que ça soit utilisé aussi à des fins de surveillance extrême de la population. Et d'ailleurs, les autorités de protection de la vie privée d'énormément de pays, dont le Canada, dont l'Australie, la Grande-Bretagne, ont ordonné à Clearview de supprimer les photos de leurs propres citoyens. C'est également le cas de la France. La CNIL, voyant en réalité que Clearview n'exécutait pas ses ordres, a porté plainte, a lancé une amende de plus de 20 millions d'euros contre Clearview, mais elle n'a pas été payée à ce jour. Et la CNIL qui continue, notamment puisqu'elle vient de publier il y a quelques jours son rapport d'activité 2022 pour ses 45 ans, joyeux anniversaire de la CNIL, qui continue évidemment notamment à cibler ses applications et ses technologies de reconnaissance faciale et technologies biométriques, continue justement à essayer d'en assurer l'éthique et le contrôle des données le plus parfait. C'est intéressant parce que justement, ce que nous dit la CNIL, et ça nous ramène à ce sujet évidemment toujours de la reconnaissance faciale, dit qu'elle va être particulièrement attentive à la façon dont ces technologies, ces caméras de vidéosurveillance dites intelligentes vont pouvoir être utilisées pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Tu le sais évidemment, le Parlement vient d'autoriser à titre expérimental leur utilisation pendant ces Jeux Olympiques en 2024. Il va falloir faire très attention. C'est quoi ? C'est amusez-vous pendant les JO, vous êtes filmé ? Oui, en fait, toutes les associations de protection de la vie privée s'interrogent sur le caractère temporaire de cette mesure, se demandent quand elle sera véritablement stoppée. C'est toujours difficile en réalité d'arrêter lorsqu'on va dans ce genre de mouvement. Et effectivement, je regardais pour préparer cette chronique, Marjorie, les déclarations de la CNIL sur Clearview. Elles sont extrêmement graves puisqu'elle explique que Clearview collecte les photographies des citoyens de la planète et commercialise même l'accès à sa base d'images de personnes sous la forme d'un moteur de recherche. En réalité, ça échappe totalement aux citoyens. Donc cette fameuse reconnaissance faciale qu'on utilise au quotidien même pour déverrouiller son smartphone, elle peut avoir des applications très, très dangereuses. Absolument. D'ailleurs, toujours sur le plan de la régulation, les eurodéputés ont durci le 11 mai dernier le projet de règlement sur l'intelligence artificielle qui prévoit notamment des obligations strictes pour les concepteurs d'IA générative de type ChatGPT, vous les connaissez par cœur désormais. Il y a aussi du coup des mesures qui sont prises relatives à cet AI Act sur la vidéosurveillance et sur les technologies biométriques. Oui, en réalité, ce dont ont besoin les IA dites génératives, donc tu citais ChatGPT, mais c'est également le cas de Midjourney, Stable Diffusion, c'est énormément de données. Ces données, on ne sait jamais trop bien où elles sont puisées, et on sait qu'il y a certaines données, en tout cas on redoute que des données biométriques, des données de visage notamment, soient utilisées, nourrissent ces IA, et c'est là-dessus où l'Europe va intervenir. L'Europe donc a 2 doigts d'interdire
dans son AI Act le recours à la reconnaissance faciale. Jean-Baptiste, est-ce que ça fait partie des dialogues, des débats, des questions qui ont pu vous être posées par ces Français et ces Françaises qui sont venus à votre rencontre le temps d'itinéraire numérique et de ces débats? Ces questions de reconnaissance faciale, de technologie potentiellement de surveillance, ça les fascine ou ça les effraie? Alors écoutez, sur cette année en tout cas de débat qu'on a fait, j'ai pas souvenir forcément de grands débats sur ce sujet de la reconnaissance faciale, mais ce qui est fort, c'est que vous l'avez dit, c'est des applications qui vont devenir de plus en plus grand public. Et donc on en parlait tout à l'heure, il y a cette logique de c'est plus juste des experts ou des chercheurs qui pensent à tout ça et qui réfléchissent aux impacts sur nos quotidiens, mais c'est quelque chose auquel on peut tous avoir accès et donc qui nécessite peut-être encore plus de diffuser largement, de vulgariser aussi des éléments de compréhension de comment ça marche au fil de tout ça. Et quand bien même on ordonne la suppression de ces photos, c'est difficile de vérifier la véritable application de cette condamnation en fait. C'est ça qui est difficile. Ce que je voulais vous demander également au cours de cet itinéraire... Alors on va repartir sur l'itinéraire dans un instant parce qu'on va rouvrir la deuxième partie de notre talk. Tu me donnes la parfaite occasion pour pouvoir faire cette transition. On continue justement à parler de ces itinéraires numériques avec Jean-Baptiste et avec Guillaume dans la deuxième partie de cette émission. Et on ouvre donc cette deuxième partie de discussion sur une question de Guillaume Gralet. Non, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que d'autres pays européens ont accompli cette même démarche à votre connaissance? Est-ce que vous pourriez peut-être vous concerter avec eux à l'avenir? Alors, j'en ai pas connaissance aujourd'hui. J'espère que c'est le cas. Et si c'est le cas, j'espère beaucoup qu'on pourra en parler avec eux. Il y a dans quelques semaines une rencontre européenne tiers-lieu pour l'Europe à laquelle on va assister. Et on a beaucoup donc parlé des lieux, des espaces, des communautés où se noue cet autre rapport. Et donc j'espère que ce sera l'occasion de pouvoir justement échanger avec d'autres acteurs européens qui font ce genre de débat. Et essayer de comprendre aussi quelle est la part d'émotion, la part de maîtrise tech qui se cache aussi derrière cette appétence pour le numérique, pour ces Français. Je dis appétence, mais parfois, on ne peut pas être connecté tout simplement parce qu'on est en situation d'électronisme. Encore aujourd'hui en France, en 2023, un Français sur 3 en souffre. L'Agence française de la cohésion des territoires le rappelait dans son tout dernier rapport. 16 millions de Français, dont un jeune sur 5, qui éprouvent des difficultés face au numérique. On a encore le temps d'agir, Jean-Baptiste? La première chose peut-être quand on parle d'électronisme, c'est de ne pas se positionner dans une logique binaire. C'est-à-dire c'est pas d'un côté ceux qui comprennent et qui arrivent et puis de l'autre ceux qui n'y arrivent pas. Et ce qu'il faut essayer, c'est de voir justement toutes ces dynamiques comme un véritable phénomène social, comme une véritable révolution au final anthropologique, ces impacts du numérique. Et donc effectivement, c'est pas parce qu'on sait utiliser son téléphone portable pour utiliser telle ou telle application que derrière on saura faire telle démarche en ligne. Et l'inverse est aussi vrai. Donc il faut essayer de voir cette relation et ce sujet de l'électronisme dans toutes ses complexités. Est-ce que ces itinéraires numériques, c'est aussi une façon pour vous d'apporter une réponse, une solution à ces phénomènes-là, appuyé aussi sur l'inclusion numérique pour pouvoir mieux être à l'écoute de ces publics? Alors, ça nous a permis en tout cas de rencontrer énormément d'acteurs qui aujourd'hui travaillent sur ces sujets. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la diversité de ces acteurs, c'est-à-dire chaque situation locale est spécifique et on a sur chaque territoire des structures qui sont parfois des structures publiques ou des programmes publics, les espaces France Service, les conseillers France Service, mais aussi tout un réseau d'acteurs associatifs, d'acteurs de l'éducation populaire qui accompagnent quotidiennement toutes ces personnes. Et on a besoin de l'ensemble de ce tissu associatif, pouvoirs locaux, territoires. On va revenir à l'importance de ces territoires avec cette question, parce que parfois on a aussi coutume de se dire que zone blanche et fracture numérique, on est sur les mêmes typologies de public, sur les mêmes problématiques. Pour le dire assez trivialement, pas de réseau, pas d'outils numériques, pas d'éducation, pas d'accès à l'administration, tout simplement. Ça se résume à ça, aujourd'hui, en grande partie.
Je ne le dirais pas forcément comme ça, parce que c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de réseau et juste les territoires où ça marche et les territoires où ça ne marche pas. Nous, dans ces débats qu'on a organisés, au final, on a eu assez peu, même si évidemment ça existe, de sujets d'intervention sur ces questions d'accès, mais beaucoup plus sur justement les usages, sur les inégalités parfois face à ces usages-là et sur ces impacts. Donc pas tant sur les questions d'accès, et ce qui veut dire du coup que c'est des questions qui ne touchent pas que les territoires, on va dire, qui n'ont pas accès au numérique. Donc vous pensez peut-être à plutôt des territoires ruraux. On se rend compte en fait que une grande partie de la population a des problèmes. Vous savez, le baromètre du numérique de cette année établissait que, je crois, 48% des Français disent avoir un frein à leur pleine utilisation du numérique. Donc 48% des Français, c'est presque la moitié de la population. C'est pas une minorité, quoi. C'est certainement pas une minorité. On parlait tout à l'heure de ces aidants numériques, de ces maisons aussi, qui vont pouvoir venir en apport, aider justement ces Français qui se disent en situation d'électronisme. 200 000 aidants numériques vont être déployés d'ici 2027 dans ces fameux territoires, j'allais dire, exclus du numérique. Jean-Noël Barrot, on faisait l'annonce encore à la mi-avril. Le ministre du numérique qui était assez heureux finalement de son annonce. C'est suffisant pour vous, 200 000 aidants numériques, pour accompagner, je le rappelle, 16 millions de Français en situation d'électronisme? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est plutôt 20 000, le chiffre qui est... J'ai augmenté son annonce parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est 20 000, alors c'est pire, parce que 20 000 aidants numériques versus 16 millions de Français en situation d'électronisme. Mais si vous voulez, c'est le sujet des aidants. Là, on parle d'aidants numériques public, en guillemets. Et je le disais, il y a aussi tous ces acteurs associatifs, tous ces acteurs qui sont soutenus par les collectivités, par des associations. Et puis au-delà de ça, il y a aussi les aidants du quotidien, entre guillemets, les parents, les enfants. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes peut-être aussi aidants. Moi, c'est mon cas, en tout cas, avec mes grands-parents. Et je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Donc... je pense que ce qui est intéressant de penser quand on réfléchit à cette logique d'aide et d'accompagnement, c'est aussi toutes les dynamiques d'aller vers. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va rencontrer au final des publics en difficulté qui ne viendraient pas forcément dans certains lieux d'accompagnement parce qu'il y a une charge symbolique qui peut être forte ou qui peut être compliquée. Et ça, pour le coup, ça fait partie des acteurs et des structures qu'on a rencontrés, en particulier les structures itinérantes, donc les bus France Service itinérants, par exemple, qui se déplacent pour amener soit dans des quartiers périphériques, soit dans des zones rurales, au final, cette possibilité d'avoir accès à un agent qui va pouvoir aider, accompagner dans les démarches. Oui, si je l'entends bien, c'est de briser la glace pour pouvoir mieux accompagner ces publics-là. C'est ça. Parce que pendant ces échanges, ça nous est arrivé de discuter avec des personnes qui nous disent moi, au final, la préfecture ou la mairie, c'est trop loin. Donc, j'y vais pas. Et donc, le sujet, c'est pas de dire est-ce qu'ils vont à la préfecture ou est-ce qu'ils vont dans un espace France Service. C'est de dire est-ce qu'ils ont accès à ces services et à cet accompagnement ou est-ce qu'ils n'y ont tout simplement pas accès? On est sur du très concret. Enjeu démocratique, enjeu émotionnel, enjeu de maîtrise aussi des outils et tech. Quelque part, ces itinéraires numériques, c'est encore une fois une véritable balade dans la France d'après, si j'ose dire, parce que un an de débat, ça vous a aussi permis de pouvoir réanalyser la façon dont ces Français, dont ces Françaises ont besoin de s'emparer du numérique dans une période post-pandémie, post-Covid, où ils se sont rendus compte aussi de son utilité quotidienne. Ces Français, justement, qui ont envie de mieux s'approprier le numérique, vous leur proposez cette éducation populaire. Une éducation populaire, est-ce que c'est forcément en opposition à une éducation nationale ? Pas du tout. Pas du tout, il faut le dire clairement. L'idée donc, de cette éducation populaire, on le disait, il y a le sujet de la diffusion de cette culture numérique partagée, donc, que je définissais tout à l'heure. Et elle doit justement passer par, si vous voulez, la structuration et la mise en réseau de tous ces acteurs dont on parlait. Donc, on a parlé des acteurs de l'éducation populaire, on a parlé des acteurs associatifs, alors à une échelle locale, des élus locaux, des associations, des structures de médiation, des tiers-lieux, des colonies de vacances, pourquoi pas. Ça fait partie des structures où on est allé rencontrer des ados. Et puis, à une échelle nationale aussi, il faut pouvoir outiller, proposer des ressources, mettre en commun. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du Clémy, il y a des acteurs
acteurs comme Canopé, ce que le CNUM aussi fait en proposant ces ouvrages qui creusent différents sujets comme l'économie de l'attention, la construction et la diffusion des fausses informations, les relations entre humains et machines. Donc pour mettre en commun tout ça, quoi. Si vous voulez, l'idée c'est de dire que il y a déjà énormément d'acteurs qui participent à tout ça, et l'éducation nationale est l'un de ces acteurs. On parle de numérique à l'école, et on a été pour le coup bien placé pour le voir, parce qu'on a souvent été accueillis dans des établissements scolaires pour des débats avec des adolescents qui à chaque fois ont été des moments d'échange particulièrement intenses. Donc on voit aussi qu'il y a cette appétence chez les ados aussi de comprendre comment tout ça fonctionne. On a beaucoup parlé par exemple de la manière dont fonctionnait tout ce qui était les dynamiques de captation de l'attention. Ouais. Le problème de l'économie de l'attention, donc comment les grandes plateformes captent notre attention et on extrait une valeur marchande, quoi. Donc c'est la manière dont elle fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on va échanger avec des ados dans un collège ou un lycée, en venant dans une posture non normative, c'est-à-dire on ne vient jamais en leur disant, c'est ce que je dis souvent au début de ces débats-là, je ne suis pas là pour vous dire utilisez Insta ou TikTok, c'est pas bien. D'ailleurs, on le fait aussi. Mais plus pour partager un peu des éléments qui permettent de comprendre comment tout ça marche. Et derrière, après, on pourra, en âme et conscience, voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau collectif, européen, local, ou au niveau individuel, fait pour répondre à tout ça. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'on a des discussions qui sont très engagées. Donc il y a un besoin, il y a une envie de débattre de tout ça, d'en débattre collectivement, mais d'en débattre aussi au sein des foyers. Un exemple que j'adore, parce que je le trouve très parlant, c'est à chaque fois qu'on anime ces débats sur l'économie de l'attention avec des adolescents, on leur pose à un moment la question à main levée, qui ici trouve qu'il passe parfois trop de temps sur son écran? Tout le monde lève la main. Ouais. Nous aussi, je ne sais pas si vous lèveriez la main. Complètement, en tout cas, je lève les deux mains, il n'y a pas de problème. Et souvent, juste après, on leur demande qui pense que ses parents ou ses proches passent trop de temps sur un écran. Et ils lèvent tous la main aussi. Et quand on leur demande qui en parle parfois avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, ils baissent tous la main. Et quand on nous demande pourquoi, c'est « ah ben non, parce que je vais me faire engueuler, c'est pas possible, non, c'est compliqué, ou j'ai essayé ». Donc, si vous voulez, ça témoigne aussi du besoin de réfléchir à comment on ouvre, au-delà de ces espaces publics, des moments de débat avec les ados, mais aussi avec les adultes. Mais parlez de numérique justement en famille, parlez de numérique avec vos amis, parlez de numérique avec vos profs aussi et avec vos élèves pour pouvoir justement mieux se réapproprier ces pratiques et ces usages. Guillaume. Oui, enfin, c'est une situation que j'ai vécue aussi au quotidien. Ça peut être une source de conflit. Moi, je pense que c'est très bien de parler. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas encore tout réglé parce que tant que les applications seront gratuites, il y aura ce problème de l'attention. Donc il y a cette discussion aussi avec les plateformes, mais je pense que ça fait partie aussi des missions du CNUM, pour que peut-être elles trouvent peut-être d'autres moyens de vivre et de continuer à grandir que de capter l'attention de leurs utilisateurs. Parfaite transition, parce que c'est la question que j'allais vous poser, justement, en ayant au bout de cette grande année de discussion, à la fois été à l'écoute des utilisateurs, des citoyennes, des associations, des pouvoirs locaux, des écoles, de l'ensemble des acteurs et des tiers-lieux qui font progresser cette question de l'appropriation du numérique et de son éducation. Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'interviewer aussi les entreprises, les plateformes, les start-up, les scale-up, celles et ceux qui justement font ce numérique? Alors ça fait partie des acteurs avec lesquels on échange aussi, mais là encore, je vous le disais, il y a cette échelle nationale, il y a ces grandes plateformes dont on parle beaucoup, et puis il y a aussi d'autres plateformes. Je vous parlais de cet asso en Alsace qui a créé sa propre plateforme. On peut les rejoindre, justement, je me demandais le réseau social. Non. Non, t'es pas un voisin alsacien, je dis ça, je dis rien, peut-être que tu as décidé de déménager là-bas. Non, pas du tout, non, mais je me demande si c'est ouvert aux autres. Non, justement, c'était le parti pris, justement, de dire que c'est un réseau au service de la communauté locale. Merci. Pour éviter justement les inquiétudes qui peuvent parfois arriver avec si j'ai quelqu'un que je connais pas qui me contacte, qui me dit je connais votre petit-fils, il a un problème, etc. Enfin voilà, c'était. Je vois qu'on suit cette émission en plateau, ça fait plaisir, vraiment.
Un autre exemple, par exemple, qu'on utilise dont on parle dans cet ouvrage, c'est celui d'une entreprise qui s'appelle Bipop, qui fait de la mise en relation entre personnes qui veulent aider des personnes autour d'elles, personnes qui ont besoin d'accompagnement. Donc, si vous voulez, il y a aussi beaucoup d'exemples à une échelle très locale de services qui sont construits avec les communautés, au service de ces communautés. Et c'est la revanche aussi des territoires, peut-être, dans un certain sens. On reboucle un peu sur cette idée de dire que les acteurs locaux connaissent leur public, et nous c'était vraiment la base de cette démarche. C'était pour l'anecdote, quand on a contacté toutes ces structures de médiation, le mail qu'on leur a envoyé avait pour objet « on vient chez vous », point d'interrogation. et ce qui nous tient à cœur à chaque fois, c'est vraiment d'être dans une logique de co-construction de ces séquences et de ces rencontres. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais avec un cahier des charges en disant on veut voir telle personne, aller faire telle séquence, rencontrer tant de personnes. On vient en disant vous connaissez les sujets qui intéressent vos publics, de quoi est-ce qu'il faudrait qu'on parle, de quoi est-ce qu'il faudrait qu'on vienne parler. Et si je prends un exemple que j'avais trouvé assez frappant, la toute première structure qui nous avait répondu quand on avait lancé cet appel, c'est une association à tiers-lieu d'une commune de Gironde qui s'appelle Sainte-Foy-la-Grande, commune de, je crois, 2000 habitants. Et la personne qui s'occupe de ce tiers-lieu nous appelle en nous disant nous, les jeunes de la commune qui sont dans une association nous ont dit on en a marre que nos parents passent leur vie à s'insulter, à s'invectiver sur Facebook. Parce qu'il y a un groupe Facebook local qui était le lieu vraiment d'agression verbale, d'accusation, d'invectives racistes, sexistes, et ainsi de suite. Et donc les jeunes de la commune sont allés voir ce tiers-lieu, cet espace, en leur disant ce serait bien qu'on fasse quelque chose, qu'on en parle. Et donc typiquement, là, à cet endroit, on a assisté à ce débat, on a participé à ce débat qui a été organisé justement par ces partenaires locaux autour de ce sujet-là, autour de la polarisation de la vie politique en ligne, et qui, par exemple, a permis de faire émerger beaucoup de choses, comme le fait que oui, si on est hyper polarisé en ligne, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a plus d'espace physique pour se rencontrer, il n'y a plus de café, il n'y a plus de rencontres physiques. Donc, peut-être conclure ce point sur le fait, effectivement, que tous ces acteurs qu'on a accueillis, et on les remerciera d'ailleurs jamais assez, c'est peut-être l'occasion de le faire encore une fois, si vous voulez, sont indispensables à la construction de services et de débats qui soient sur mesure presque. Et ce sera la parfaite conclusion de cette émission. Merci infiniment Jean-Baptiste Manantier d'être venu nous présenter ces itinéraires numériques. 1 an de débat. Vous avez littéralement mené votre bâton de pèlerin dans ces territoires pour mieux comprendre la façon dont on peut mener cette éducation populaire au numérique. Merci comme toujours à Guillaume Gralet pour ses idées derrière la tech. Nous on se retrouve dès demain sur ce plateau pour d'autres aventures.